Cannes, sur la Côte d'Azur. Nous sommes au Carlton, l'un des plus beaux palaces de la Croisette. Aujourd'hui, un événement exceptionnel se prépare, le plus grand mariage gitan de l'année. Siwan, 21 ans, épouse Nella, 19 ans, la fille de Nicolas Reyes, le chanteur star des Gypsy Kings. Les jeunes mariés vont maintenant se rejoindre pour le dîner de fête. Siwan va donc découvrir la robe que la jeune femme a choisie pour cet événement. Et il ne va pas être déçu. Chez les gitans, on voit souvent en grand. C'est pas une robe, c'est une voiture, c'est une tente que je vois. Juste à côté, ça va être dur. Mais je sais pas que tu prends toute la place des noms de mon père. Vous arrivez à vous rapprocher l'un de l'autre? Tu arrives à descendre l'escalier ou pas? Non. Donc on va descendre par l'ascenseur directement. Une robe gigantesque, digne des plus grands contes de fées, mais pas forcément pratique pour passer les portes. Après 15 minutes de galère, la mariée parvient enfin à s'extirper du petit ascenseur du Carlton. Dans le hall, un parterre d'invités attend les mariés. La robe fait son petit effet. Nicolas Reyes, la star des Gypsy Kings, pose fièrement aux côtés de son gendre et de sa fille. C'est bon C'est devant. Pas trop. Il y a plus dans le cul, je crois. Une voiture de collection attend les mariés, et encore une fois, la robe va faire des siennes. Les mariés prennent la direction du Palm Beach, le casino le plus luxueux de la ville. Il a été entièrement privatisé pour l'occasion. Dernière retouche maquillage pour la mariée. Chaque détail compte avant que les stars de la soirée ne fassent leur grande entrée. Mets bien le bouquet, chérie. Et surtout, tu mets bien ta robe en avant. Non, mais je mets le bouquet dessus. Ouais, voilà. Un véritable défilé devant une assemblée de centaines de convives. Et comme le veut la tradition, cette simple exhibition scelle définitivement l'union. Pas de mairie ou d'église chez les gitans. Les mariés vont maintenant poser devant leurs invités une autre tradition. On va commencer à prendre des photos. Et ils se prêtent au jeu comme de véritables célébrités. Le Palm Beach est désormais noir de monde. Si les convives sont aussi nombreux, c'est que la nouvelle du mariage s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté. Mais surtout, chez les gitans, chacun peut venir sans invitation. Pas d'invitation. C'est du bouche à oreille. Tout le monde peut venir. Gitan ou pas gitan. Alors forcément, pour les parents des mariés, il a fallu prévoir large pour pouvoir accueillir et rassasier tout le monde. D'autant que le nombre de convives déjà arrivés a de quoi faire peur. Plus de 3000 personnes au compteur. Là, ça vient de Paris, Nice, Marseille, Montpellier, Grenoble, Lyon, Bordeaux. T'as vu le monde comme ça? Ben oui, au moins 3000. Les familles des mariés ont donc prévu 10 000 sandwichs et plus de 1500 bouteilles de champagne à près de 30 € pièce. Soit la coquette somme de 50 000 € juste pour ravitailler les convives. De quoi faire quelques heureux dans la salle. À la santé des mariés. À la santé des mariés. Qu'ils soient heureux, qu'ils nous fassent beaucoup d'enfants. Non, pas beaucoup. 2, ça suffit largement. Après, ils arrivent à les élever après. Mais ce soir, le point d'orgue est une tradition gitane un peu particulière. Il y a quelque chose de très important qui nous attend là-bas, le mouchoir de ma cousine Germaine. Elle va présenter son mouchoir. C'est quand? C'est maintenant. Chez les gitans, les jeunes filles doivent rester vierges jusqu'au mariage. Il en va de l'honneur de la famille. La veille, Nella a donc été déflorée par une des matriarches de la communauté avec ce bout de tissu. Il est la preuve de sa virginité. C'est donc fièrement que la famille va le brandir devant toute l'assemblée. La fête peut à présent commencer. Champagne qui coule à flot, pièces montées gargantuesques et pistes de danse géantes. Chez les gitans, quand on fête un événement, on ne fait jamais les choses à moitié. Le plus grand mariage de l'année aura tenu toutes ses promesses. Qu'on les appelle manouches, gitans ou tziganes, les gens du voyage sillonnent les routes depuis près de 1000 ans. Aujourd'hui, ils seraient 300 000 en France.
Chaque communauté a ses propres coutumes et traditions, mais aussi ses lois et ses codes. Les femmes à part, les hommes à part, c'est le respect. Une société restreinte qui préfère vivre en vase clos. Ici, on se marie et on vit entre soi. Si certains ont fini par se sédentariser, d'autres continuent tant bien que mal le voyage en caravane dans un pays où les terrains d'accueil viennent à manquer. On est rejeté dans les coins, on est rejeté à côté des stations d'épuration, on est rejeté dans les bois, là où c'est que personne ne veut nous voir, parce qu'en réalité, personne ne veut nous voir. Mal connues, ces communautés sont soumises toute l'année au feu des critiques. Vol, violence, les gens du voyage ont encore mauvaise réputation. Nous aussi, on aime les entrecôtes aussi, hein. Mais bon, ils pensent qu'on est des taureaux de Camargue. Ils pensent qu'on mange des roseaux et qu'on boit de l'eau salée. Nous ne sommes pas méchants, mais méfiants. Pourtant, derrière cette image, se cachent des femmes et des hommes au sens de l'honneur bien ancré. Fraternité, entraide et esprit festif, plongés au sein de la fascinante vie des gens du voyage. Carnon, petite station balnéaire au sud de Montpellier. Sur cette moto rutilante, Bébé, 54 ans, un biker fan du bitume et d'Elvis Presley. Alors c'est une Harley, une 1340 de 1992, voilà, et je l'ai faite à mon goût. Mais Bébé n'est pas seulement fan du King, il fait aussi partie du club très privé des bikers des gens du voyage. Sur ce veston, il affiche fièrement les couleurs de sa communauté, comme cet hérisson, l'emblème des voyageurs. L'hérisson c'est symbolique, qu'il y ait des voyageurs qui n'aient pas mangé d'hérisson. On va dire que c'est un peu leur plat de luxe. Depuis la nuit des temps, on a toujours mangé des hérissons. Regardez, Louis XIV mangeait des hérissons. Mais du coup, c'est quoi pour vous le hérisson? C'est un symbole. C'est quoi? Déjà, c'est une bête qui n'est pas facile à attraper. Hein, et puis on dit qui s'y frotte, s'y pique. D'accord? C'est un petit peu comme nous, voilà, tout simplement. Comme beaucoup de forains, Bébé est d'origine manouche. Depuis des générations, sa famille vit sur les routes et dans des caravanes. Un mode de vie qui fait aujourd'hui la fierté de cette communauté. Alors ça, c'est le drapeau qui représente la communauté des gens du voyage, puisque ce drapeau, il est connu dans le monde entier. Donc le bleu, ça représente le ciel. Le vert, ça représente la prairie, les verts pâturages où on avait l'habitude de s'arrêter. La roue, qui représente les caravanes. Et bien sûr, il y a 16 bras. Les 16 bras de la roue représentent l'âge mature pour devenir une femme dans la communauté des gens du voyage. Mon drapeau, c'est celui-là, et c'est celui-là. Le voyage, une notion primordiale aux yeux de Bébé. Un mode de vie que lui permet son habitat actuel. Là, on arrive, on va dire, dans ma maison. Voilà. Puisque nous, les maisons, on n'en a pas. Pour nous, une maison, c'est une prison sans rêve. Donc voilà, on est là. Bébé s'est installé sur ce terrain aménagé avec toute sa famille et une partie de sa communauté. Ici, une vingtaine de caravanes cohabitent. Ça, c'est un petit pied-à-terre qu'on a en complicité avec la mairie, donc, comme tous les forains qui sont là, où vous avez une maison, vous l'avez construite, elle est là, mais il restera. Nous, on a l'avantage de l'atteler puis de partir, vous voyez. Et puis même pour moi, pour mon travail, c'est beaucoup plus pratique, puisque je peux aller partout. Je peux aller partout, vous voyez. Je reste 2 mois à un endroit, 3 mois à un autre, 3 mois à un autre. Et voilà notre petit chez nous. Bébé partage une caravane avec sa femme. Un logement dernier cri, avec tout le confort d'un appartement moderne. Notre petite roulotte. Voilà. Donc pour rouler, elle se referme, il y a un petit couloir. Et après ça s'ouvre. On gagne quand même pas mal, parce que là il y a 1,20 m. Là il y a 1,20 m, ce qui fait qu'on récupère, sur la longueur, on va récupérer 20 mètres carrés à peu près. Là, on va dire que c'est un petit modèle. Mais ça nous suffit à nous. Et là, c'est la chambre, voilà. Bon, c'est une petite chambre, hein, vous voyez. Ça, c'est toute ma petite famille. Alors, Jackson, ça c'est Elvis, mon fils. Charline, Gina, ma femme, et Priscilla. Et là, j'ai tous mes petits-enfants. Voilà, j'ai 7 petits-enfants. Les plus grands aux plus petits. J'ai le plus petit qui a 1 an, et le plus grand qui a 15 ans. C'est très important la famille chez vous, non? Bien sûr. Et on vit pour quoi? On travaille pour quoi? Pour la famille. Car chez les gens du voyage, la famille n'est jamais loin. À quelques mètres de son campement,
Bébé retrouve sa fille et son gendre installés dans une caravane. Forains eux aussi, ils participent aux différentes foires de la région. On dit pas bonjour à son père. C'est la plus vieille de la couvée. Voilà, 33 ans, c'est l'aîné. Donc voilà, c'est Messon. Messon, mon petit-fils. Messon, cache-toi pas. Ah bon, voilà. Il a 15 ans, c'est le plus vieux de mes petits-enfants. Voilà. Et sa famille, Bébé en est très fier. Depuis des générations, ils se transmettent un patrimoine exceptionnel. Ça, c'est mon grand-père, qui était à Valeur de Sabre. Il avait sa baraque, oui, sa baraque, c'était celle-là. Géo, l'homme qui défie la mort. Là, il avait tous ses sabres. Il faisait l'homme enchaîné, il faisait la Valeur de Sabre. C'était les stands qu'il y avait avant. Ça, c'est des danseuses. Ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est ma tante. Ça, c'est mon père. Voilà. Et là, c'est la roulotte de ma grand-mère maternelle. C'est ma grand-mère et mon grand-père maternel. Et la petite, c'est ma maman. C'est une histoire de famille. Exactement. Les fêtes foraines. Voilà. Vous êtes posé la question de savoir si vous alliez être forain plus tard ou c'était une évidence pour vous? Non, on va dire que c'est un petit peu inné, on va dire. On était les 4 garçons, on arrivait sur une fête, on voulait pas que mon père il nous aide à monter les manèges. On voulait plus que notre père il travaille, qu'il nous regarde, qu'il soit fier. Et puis nos enfants, c'est pareil, les petits-enfants, c'est pareil. Mon petit-fils a sa barbe à papa déjà. C'est pour l'apprendre à travailler. Et pas question de chômer chez les forains. Bébé va encore devoir reprendre la route. Mais cet après-midi, le fan d'Elvis a troqué sa Harley pour ce gros 4x4 américain. Le King. Je peux pas passer une journée sans écouter Elvis. Ça, c'est Elvis. Simple Fool. Quand t'écoutes ça, t'as tout de suite envie de rouler. Imagine-toi ça. Là, c'est les States. À défaut des États-Unis, le fan d'Elvis écume les routes du sud de la France, car son métier l'amène à parcourir les fêtes de toute la région. Il est mandaté par l'État pour vérifier les manèges. Le vérificateur, c'est de s'assurer que les métiers sont aux normes et ne comportent pas de danger par rapport au public. On est là pour assurer la sécurité des gens et aussi pour le forain, le professionnel. Ce matin, Bébé se rend au Luna Park de Carnot-Plage. Une fête foraine qui doit ouvrir ses portes ce soir pour le début de la saison estivale. Bébé a rendez-vous avec John, un forain qui vient tout juste d'arriver pour installer son attraction. Bébé est venu s'assurer que le manège sera bien sécurisé et conforme aux normes imposées par la loi. Mais avant tout, il faut se frayer un passage parmi les autres caravanes. Guette le porte-à-faux, bébé, parce qu'elle coupe à mort. La difficulté, c'est que là, maintenant, il faut qu'ils commencent à placer les caravanes. C'est on va dire au centimètre près, il faut qu'ils mettent le manège en fonction des autres. Tu vois que l'allée soit quand même belle et fonctionnelle, quoi. Voilà, comme ça, vas-y. Allez. Allez, pousse. Recule. Ah, si t'es arabe, là-bas. Elle pousse, ma fille. Là, c'est bon? C'est pas trop compliqué comme exercice là, tout ça? Non, ça va, on a l'habitude. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est le créneau improbable qu'ils vont devoir faire avec cette énorme remorque. John est un retardataire, il n'a plus le choix de son emplacement, les autres forains ont déjà installé leur manège. Il va donc devoir composer avec la seule place restante. Ah, il y a de l'organisation, parce qu'en fait, la SMI du manège fait 14 mètres, et il y a 15 mètres. Il n'y a qu'un mètre de rampe, il faut faire un créneau, et c'est pas une voiture, donc c'est un peu plus compliqué. Faut pas se tromper. L'opération est extrêmement périlleuse. John doit éviter d'abîmer les autres manèges en reculant son camion. Le moindre dégât pourrait lui coûter plusieurs milliers d'euros. Je passe. Tu guettes de l'autre côté là-bas? C'est très compliqué comme manœuvre. Là, ouais, c'est short, ouais. C'est très compliqué. D'ailleurs, je sais même pas si on va vraiment y arriver. Parce qu'on est encaserné de tous les côtés. Et il faut se mettre pile au centimètre, donc c'est pas gagné. Malgré leur expérience, la tâche s'annonce très difficile.
John et Bébé ont quelques sueurs froides. Ah non, il faut que je ravance, il faut que je la casse directement là. Et il a laissé pile quand même, il n'a pas laissé trop de marge. Hein. Je reste comme ça. Hein. Alors ça, c'est des mètres forains, hein. Mais à 5 cm près, il tombe pile. Hein. 1 mètre, 2 mètres. C'est quoi donc les là, mètres forains? eh bien, on sait que quand on fait un pas comme ça, c'est 1 mètre. Voilà. On a l'habitude. 1 mètre, 2 mètres. Donc apparemment, je suis en ligne, je suis bon, oui. Tout est dans l'œil. Opération réussie, John et Bébé peuvent relâcher la pression. On a déjà réussi à se mettre en place, c'était pas évident. On a dételé, impeccable. Les femmes s'occupent un petit peu des caravanes, mais je pense qu'avant, on va faire une petite pause casse-croûte, histoire de relâcher la pression, et puis on va rattaquer après. John n'a que quelques heures pour terminer l'installation de son manège. Bébé viendra le vérifier en fin de journée, juste avant l'ouverture au public. Mais en attendant, une autre mission attend le vérificateur. Une intervention qui cette fois va s'avérer beaucoup plus casse-cou. Tu viens de racheter un petit coup d'œil au courant, y a pas de souci. Allez, à tout à l'heure. Bébé a été missionné pour intervenir sur l'une des attractions principales de la foire. Le Skyrider, l'un des plus grands manèges de France, qui lance les vacanciers dans le vide à plus de 55 mètres de hauteur. Une bonne dose d'adrénaline pour ceux qui s'y risquent. Ah, c'est tout mon outillage pour les contrôles. Là, je prends mon harnais, je vais monter sur ce poteau-là, sur celui-là, puis je vais aller en haut, à la cime du Sky. À quelle hauteur ça? 55 mètres. On peut avoir le cœur bien accroché. Ah ben, il vaut mieux. Il vaut mieux de l'avoir le cœur bien accroché. C'est votre quotidien ça, Bébé? Ah, c'est mon quotidien. On va pas dire que je fais ça tous les jours, mais je le fais assez souvent. Voilà. Là, je suis prêt à l'emploi. C'est donc muni d'un simple harnais et sans aucun filet de sécurité que Bébé se lance à main nue dans l'ascension de ce pylône. On va faire une petite pause. Regardez le système des câbles. Tout est en galva. Pas le moindre risque. Bébé doit être vigilant. À plus de 30 mètres de hauteur, le moindre faux pas lui serait fatal. Il commence à y avoir un peu de vent. Voilà. Mais malgré le vent et l'effort, Bébé atteint le haut du manège en à peine quelques minutes. Donc là, je constate que le transfo a été changé. Voilà, impeccable. Tout est nickel. Bébé est satisfait, tout est réglementaire sur le manège. Mais pas question pour lui de redescendre tout de suite. Il en profite pour admirer la vue. Voilà. Et là, on est au bout. On voit les salins, les aiguilles mortes et toute la fête foraine. On va redescendre. Ça représente un petit footing. Il vaut mieux avoir des bons mollets, des bons bras. Et surtout, un bon mental. C'est donc en toute tranquillité que le colosse va parcourir en sens inverse les 55 mètres qui le séparent encore du sol. La roue, elle paraît tout petite. Allez, dernier étage. Voilà. Un petit bol d'air. Et c'est reparti. Vous vous sentez comment quand vous êtes là-haut? Eh ben, c'est que je me dis, je suis pas inutile. Parce que je sais que ce que je fais là, c'est pour protéger le public et pour protéger aussi le monde forain. Ciao. Eddie est le propriétaire du Skyrider. C'est lui qui a mandaté Bébé pour inspecter son manège. Une collaboration régulière, les deux hommes travaillent ensemble à chaque foire dans le sud de la France. Alors, Eddie, Ça a été ou pas? extra. T'as fait le contrôle en haut? Ouais, c'est bon, j'ai vu que tu avais changé le transfo. Voilà.
Tout est impeccable. On a vérifié les poulies et tout, hein? Voilà, tout est impeccable. Les câbles, bon, j'ai vite mis les sécurités par rapport aux câbles, tout. Ça va? Non, très bien. C'est important de faire intervenir comme ça. Ah bah il faut, c'est la sécurité des clients et puis de toute façon c'est imposé par la loi. On n'a pas le choix et puis c'est comme ça. Avant c'était tous les 3 ans et maintenant tous les ans. Voilà la profession. Allez, moi je vais me déshabiller. Je vais m'enlever ça parce qu'il commence à faire chaud. Ah oui. Hein? Grâce à la vérification de bébé, ce soir, Eddie pourra ouvrir son attraction L'Esprit Serein. Pour les plus grands frissons des courageux visiteurs. John, le forain, est lui toujours à pied d'œuvre. Il ne lui reste plus que quelques heures pour installer son manège, le Coco Bongo. Avec ses parents, sa femme et ses 2 enfants, ils vont passer l'été dans cette fête foraine. Mais pas question que toute la famille se mette au montage, car chez les forains, chacun son rôle. Hommes et femmes ne participent pas aux mêmes tâches. Tu m'aurais aidé, ça serait déjà fini, parce que tu vois, le fil, il se serait pas emmêlé si tu aurais tiré l'autre bout. Pas question donc pour Angélique, la femme de John, d'aider son mari. C'est un travail d'homme, ça? Oui, c'est un travail d'homme. C'est quoi votre travail à vous? C'est m'occuper des enfants, faire le ménage, m'occuper du linge, tout ça. Voilà. Après, lui, il gère les papiers et le manège. Vous alternez jamais? Non. Pourquoi? Parce que il sait pas faire ce que je fais et moi, je sais pas faire ce qu'il fait. Donc du coup, c'est comme ça. De leur côté, les hommes de la famille s'activent pour monter le manège, y compris Sheldon, 10 ans. Sheldon, allez fils. Oui, Sheldon? Le caisson. Tu travailles toujours avec ton père comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'est mon métier. Le Coco Bongo est le métier de Sheldon. Dans le langage forain, c'est comme ça qu'on appelle les manèges. Une attraction que John voudrait transmettre à son fils. Ce métier, à la base, on l'a fait faire pour lui. Pas maintenant. Ça prend, il donne la main, mais disons que le but, c'est qu'on essaye de l'amortir pour que quand il a l'âge de travailler, on lui donne. Ça se passe comme ça. Si on peut. 10 ans. Mais bon, il va un petit peu à l'école quand même. Aider ses parents à monter des manèges, c'est donc le quotidien des enfants de forains. Un mode de vie qui se transmet de génération en génération. Une manière d'assurer une relève fiable. Sheldon, tiens, porte le fil, mon fils. Je prends le coffret, tu me suis avec le fil. Si tu n'y arrives pas, tu me le dis. C'est lourd, Sheldon? Tu n'y arrives pas? Allez, dernier mètre. Tu comptes. Comme dans Rocky. C'est l'école de la vie. Quand je branche, il est à côté et il sait que le neutre, c'est le bleu, qu'il est toujours en bas, après les 3 phases. Ça, c'est l'école de la vie. Allez, vas-y, serre. T'aimes bien faire comme papa? Ouais. Mais bon, il aime bien l'école aussi. Il y a beaucoup d'enfants de forains qui aiment le travail sur la fête, mais qui n'aiment pas l'école. Et lui, je suis un petit peu embêté, dans un sens, parce qu'il adore l'école. C'est un bon élève, il est... Donc moi, ça m'embête aussi, parce que je dis peut-être que je lui gâche une bonne scolarité, quelque chose, mais bon, il me dit qu'il veut être forain, donc... T'as envie de faire quoi plus tard? Forain. Pourquoi? Parce que mon père est forain, c'est mon métier. C'est ma vie. Sheldon et son père montent et redémontent ce manège une 40aine de fois par an. Toujours sur les routes, la famille fait ainsi partie de la catégorie des grands voyageurs. Une vie mouvementée qu'Angélique a parfois du mal à supporter. Donc bouger toutes les semaines comme ça? Voilà, on a l'habitude, c'est tout le temps la route, c'est tout le temps déménagement, remettre les choses en place. Vous aimeriez vivre dans une maison? Des fois on en a marre, oui, on aimerait. Surtout pour les enfants, pour l'école, tout ça, ça serait bien. L'année dernière, Sheldon a changé d'école 6 fois dans l'année. Et si les enfants de voyageurs sont baladés d'école en école jusqu'au CM2, une fois le collège arrivé, la loi ne leur permet plus de changer d'établissement au cours de l'année scolaire. Ils sont alors obligés de suivre des cours par correspondance, une solution pas toujours très adaptée. Les cours par correspondance, je suis pas sûre. C'est dur, hein? Comment voulez-vous que des petits, en recevant des feuilles,
Sache, Si on fait venir un professeur, je crois que c'est 20 € de l'heure. Conséquence, un grand nombre de forains arrêtent l'école très jeunes. J'ai été que en CE2, je crois. Et après, j'ai arrêté, j'ai aidé mes parents. Vous regrettez aujourd'hui? J'aurais voulu faire un peu plus. Même constat pour le grand-père de Sheldon. On n'allait pas à l'école à mon âge, quand j'étais gamin. Pas du tout? Pas vous, presque rien. Mais t'es allé jusqu'où, vous? Moi, j'avais 16 ans et j'étais en CM1. C'est-à-dire? Chez Lily Arny et Créa. John n'a pas non plus suivi de grande scolarité, mais pas besoin d'être surdiplômé pour s'occuper de son attraction. Ce qui compte ici, c'est le courage pour gravir sans protection les hauteurs du manège. Depuis tout petit, on est baigné là-dedans. Puis comme on n'a pas suivi de grande scolarité, on ne sait pas faire grand-chose d'autre. Et donc voilà, c'est une vie, on est né forain, on meurt forain, en général c'est comme ça. Oui, la quarantaine est prochaine. Mais malgré l'effort physique et la chaleur de plomb, John n'échangerait son métier pour rien au monde. Le travail, il faut le faire. À toi de t'organiser, mais tu t'organises, tu le fais à ta manière. Personne te commande. C'est une liberté, puis t'es toujours dehors, t'es pas enfermé. Voilà. Il est 18h, John a fini de monter son attraction. C'est maintenant au tour de bébé d'entrer en scène. Le vérificateur de manège va inspecter le Coco Bongo pour s'assurer qu'il ne comporte aucun danger pour le public. Premier test, la vérification du bon fonctionnement de cette nacelle destinée à faire grimper les clients à plusieurs mètres de hauteur. Si cette dernière est enrayée, John ne pourra pas ouvrir ce soir. Donc on va faire un test, un essai, voir si le manège fonctionne bien. Donc là, je déverrouille le frein et j'appuie sur le 1. C'est bon, ça marche. Verdict? Il tourne dans un sens, on va vérifier qu'il tourne dans l'autre. Et il tourne dans l'autre, c'est déjà bien. Donc là, c'est bon, le manège fonctionne bien, il marche. Soulagé que ce soit terminé et que tout fonctionne, ouais. Impeccable. Bébé vérifie également les points de calage du manège et l'alimentation électrique. Il peut à présent rendre son verdict. Impeccable, vraiment bien. Il est prêt, il peut tourner, il n'y a pas de problème. Ce soir, il est opérationnel. Moi, il me manquait que son manège pour donner l'autorisation d'ouverture à tout le parc. Ça veut dire que la saison commence? La saison va commencer. Et voilà, on y est. Dans moins d'une heure, le manège pourra accueillir ses premiers passagers. Du côté du campement, les femmes sont à la tâche pour ravitailler les hommes avant le grand soir. Aujourd'hui, c'est Maria, la mère de John, qui prépare le repas. En fait, là, c'est ma cuisine roulante. Voilà, parce que la caravane est trop petite. Et pour mettre une machine à laver, une plaque, je suis plus à l'aise d'être ici que d'être dans ma caravane. Les hommes, ils rentrent jamais dans votre cuisine? Non, jamais. En général, c'est beaucoup de forains ne font pas de cuisine. John, lui, se repose avant sa soirée d'inauguration. Il est un peu anxieux. Habitué à déplacer son manège chaque semaine de village en village, il a fait le pari cette année d'installer pour 2 mois son attraction dans une vraie fête foraine. Il va donc devoir rentabiliser la coûteuse location de son emplacement. Un risque financier, car selon John, le marché de la fête serait en déclin depuis plusieurs années. Je pense que notre métier est quand même en difficulté, faut dire la vérité. Donc oui, ça fait un peu peur. Moi, je pense que je vais réussir à finir, mais c'est vrai qu'honnêtement, je pense à mes enfants. Et est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est le bon choix pour eux au jour d'aujourd'hui de perpétuer la tradition d'être forain? Ça, je me pose la question, parce que vu ce qui se passe aujourd'hui en France avec les sédentaires, avec les mairies, avec les villes, je ne sais pas ce que ça va donner dans 20 ans, 30 ans. Ça se trouve, il n'y aura plus de fêtes foraines en France. Il y aura peut-être que des gros parcs d'attractions, peut-être que... Je ne sais pas. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas voir si loin, mais à nous d'essayer de tout faire pour que ça dure. L'enjeu est donc de taille pour John, qui espère que le public sera au rendez-vous ce soir. Il est 21h et la fête foraine de Carnon est ouverte depuis 2 heures. Mais pour le moment, les allées sont quasiment vides.
Allez, prenez vos places pour le tout premier tour, vite, vite. Dans sa petite cabine, John prend sa voix des grands soirs pour tenter d'appâter le peu de clients qui a daigné venir. Tout le monde peut y aller s'asseoir pour le premier tour, première soirée, bien sûr, à Carnon. Allez, c'est le tout premier, c'est le meilleur. Après une demi-heure, il arrive à convaincre cette jeune vacancière. Le hic, c'est qu'elle est pour l'instant la seule cliente à vouloir se lancer dans l'aventure. Elle prend place à côté de Sheldon, qui attend lui aussi depuis des heures pour faire un tour. C'est bien de faire un premier tour avec au moins une dizaine de personnes. Pour que les gens qui passent disent « Ah, c'est intéressant, il y a du monde, voilà. » C'est le truc. Mais bon, le problème, c'est quand il y a très peu de monde, s'il y en a 3-4 qui prennent un ticket, qui s'assoient, vous ne pouvez pas les faire poireauter pendant un quart d'heure, quoi. Ils en ont marre, ils veulent faire leur tour. Finalement, après 15 minutes d'attente, John doit se résoudre à faire partir le manège. Mais avec 2 personnes à bord, niveau ambiance, c'est le fiasco. C'est le tout premier, c'est la toute première. Ce soir, c'est les meilleurs. J'ai rien entendu, vous êtes prêtes? Est-ce que ça va comme ça? Mais à la sortie, la jeune vacancière ne semble pas déçue. Le manège à sensation forte a quand même fait son petit effet. C'était bien. Ça secoue un peu. À quelques mètres de là, les enfants de John ont eux profité du manque d'affluence pour prendre d'assaut les attractions voisines. Et même s'ils sont habitués des manèges, Sheldon et Peyton s'éclatent comme des petits fous. Ils sont comme les autres enfants, ils aiment la fête. Donc ils essayent tous les manèges. Pour les enfants de forains, les manèges sont complètement gratuits. Mais si Sheldon et Peyton ont réussi à tirer profit de la situation, John lui fait plutôt grise mine pour cette première soirée d'ouverture. La recette de la soirée n'excède pas les 40 €. On a fait très peu de clients, je ne sais même pas si on a fait une dizaine de clients. Mais bon, c'est le jeu, hein. Je savais que ce soir il n'y aurait pas grand chose. Vivement que ça commence, parce que c'est vrai que perdre des soirées comme ça à faire 30 ou 40 €, c'est pas amusant, quoi. C'est l'été, hein, juillet-août, c'est là où on doit en mettre un petit peu de côté pour l'hiver. Hein. John a encore 2 mois devant lui pour faire le plein de clients et remplir sa caisse. Mais la saison s'annonce compliquée. Rendez-vous à la fin de l'été. Cimetière de Moguillot, au sud de Montpellier. Ce matin, Bambo Bayardo est venu rendre hommage à cet homme, Manitas de Plata. Découvert dans les années 60, Manitas de Plata est le plus connu des guitaristes gitans. En 30 années de carrière, il a vendu plus de 93 millions d'albums. Un surdoué qui reste une icône vénérée. Bambo est l'un des neveux de Manitas, mais aussi un musicien hors pair qui a accompagné son oncle à travers ses tournées mondiales. C'est aujourd'hui une star dans la communauté gitane. Toute ma vie, je l'aurai dans mon cœur, toute ma vie, jusqu'à ma mort. Rien qu'on voit sa photo, on dirait qu'il me sourit, qu'il est content de me voir. C'est vrai en plus. J'ai passé plus de temps avec Manitas qu'avec mon père. Alors il représentait mon père, Manitas. On peut dire que c'est mon père aussi. Hein. C'est mon oncle, mais c'est mon père en même temps. Ah, les deux. En espagnol, Manitas de Plata signifie les petites mains d'argent. Un surnom attribué par ses premiers fans, ébahis par les prouesses techniques de ce musicien gitan. C'était une musique sauvage, c'était pas une musique avec les tempos, les notes, non. C'était sauvage. D'un coup, il y avait la pluie, d'un coup, il y avait le soleil, d'un coup, il y avait l'orage. Et il faisait tout, et tout ça qui venait de la tête, mais il le faisait à la perfection. Il était né pour ça, pour la scène, ce mec. Enfin, ce mec, mon oncle, quoi. Grâce à cet aïeul talentueux, Bambo a pu rencontrer les plus grandes stars, écumer les plateaux télé et surtout populariser cet art gitan aujourd'hui encore adoré des foules. Comme le prouve le succès de Kenji Girac. Malgré sa réussite, Bambo n'en a pas pour autant oublié ses racines. Si aujourd'hui il vit dans un joli appartement de Montpellier, il retourne régulièrement dans un quartier qui lui est cher,
celui où il a grandi. La cité 100% gitane de Montebérou, nichée au sud de la ville. Le maire, les gens qui s'occupent de la mairie, ils ont fait des cités gitanes. Parce que les Français, s'ils vivent avec les gitans, ils ne vont pas comprendre la mentalité. Ils ne vont pas comprendre. Parce que bon, un Français, ça dort à 8 heures parce que demain, ça travaille. Et un gitan, à minuit, il chante dehors encore. Alors c'est pour ça que ça ne s'accorde pas, quoi. L'objectif premier de la municipalité dans les années 70, c'était donc d'offrir un cadre de vie aux gitans souhaitant se sédentariser. Mais si l'idée partait d'une bonne intention, la réalité a vite rattrapé les habitants. Située à l'extérieur de la ville et loin de tout commerce, la cité est vite devenue un véritable petit ghetto. Pourtant, les gitans ont appris à y vivre, le plus souvent à l'extérieur, un mode de vie hérité de celui de leurs ancêtres voyageurs. Et là, les gens vivent dans des caravanes ou dans des maisons? Non, ils vivent dans les maisons, mais quand il y a des caravanes sur le côté, vous voyez là, c'est parce qu'ils sont une famille nombreuse. Si tu en as deux autour de mariés, ils ont des enfants, ils ne peuvent pas vivre tous dans la même maison. Alors, comme ils ont un bout de terrain qui s'appartient à personne, ils se mettent dans la caravane, ils mettent un couple là, un couple là. C'est fini les gitans en caravane qui traversent toute la France? Ah là oui. Ici à Montpellier, c'est des gitans qui habitent là, ils sont sédentaires maintenant. À chacune de ces visites, Bambo est accueilli comme une véritable star. Tu m'invites à manger ou pas? Ah, c'est quand tu veux, là. Quand tu veux. Tiens, merci. Car à Montebérou, la musique est une véritable religion. Et ici, les plus jeunes ne jouent pas au ballon rond, mais à la guitare. La musique, alors, ça a quelle importance? La musique, c'est pour nous faire évader, nous faire voyager, vous faire voyager. On a du mal à s'exprimer. Et bien nous, on s'exprime par la musique. C'est dans le sang, la musique, chez les gitans? C'est dans le sang. On est comme ça, on n'apprend pas. On est comme ça. Les petits, ils ont des guitares à la main, ils ont des bongos, des poubelles. Et ils s'amusent. Ils s'amusent avec les poubelles, ils font du bruit, tout ça. Et puis ils arrivent à prendre un rythme. Mais c'est dans le sang, hein, ça ne s'apprend pas. Franchement, c'est un plaisir et c'est une coutume qu'on a et qu'on gardera, j'espère, toute notre vie. Vivre en extérieur, partager la musique, c'est dans l'ADN des gitans. Une communauté soudée qui s'entraide depuis la nuit des temps. Les gitans, c'est un peu comme les loups. On a tendance à vivre en famille, en meute. Et quand un étranger essaye de rentrer dans la meute, on a tendance un petit peu à grogner. Mais vous avez vu qu'on n'est pas méchants. Donc contrairement aux images des fois qui sont balancées sur les gitans, nous ne sommes pas méchants, mais méfiants. Pourquoi méfiant alors? Comment? Pourquoi méfiant? Méfiants parce que nous avons peur pour nos enfants. On a toujours peur qu'il y ait du danger qui vienne s'introduire chez nous. Et nos parents, nos arrière-parents nous ont appris qu'il y a beaucoup de dangers dehors. Et c'est pour ça qu'on est méfiants, comme les loups. Une meute qui se rassemble une fois la nuit tombée. Comme presque tous les soirs, les anciens ont organisé un de leurs rituels préférés, un feu de camp en plein milieu de la cité gitane. Les gitans, il a vécu toute sa vie dans les roulottes. Ils n'avaient pas le gaz, ils n'avaient rien, quoi. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le feu, ils faisaient le manger avec le feu. Ils ont passé un moment, on parlait des vieux, racontaient des histoires, des choses anciennes. Ils passaient des heures comme ça. Mais c'était vraiment un truc naturel et de famille, tu vois. C'est pas terrible, mais enfin, pour nous c'est bien, on peut voir un peu. Je vais faire chanter un chanteur. Voilà, ça c'est du chant flamenco. C'est pas le bamboulé, le jobi joba. Tu vois, je vais les accompagner, on va faire un petit truc sympa, gitan. Tu les jamais de chanter en fait? Si on arrête le soir quand il dort. Autour de la table, il n'y a que des hommes. Une séparation qui pourrait choquer, mais chez les gitans, c'est une véritable tradition. Les femmes et les hommes ne se mélangent que rarement pendant les rassemblements publics. Et tout le monde semble y trouver son compte. Eh ben, je trouve que c'est bien, c'est la coutume gitane.
nous accoutumons, nous, dès qu'on fait un repas, une grillade, après les hommes se mettent à boire, un grand feu, c'est la musique. Les femmes à part, les hommes à part, c'est le respect. Sauf si les hommes viennent nous chercher pour danser. Là, on est obligé d'obéir, d'y aller. Il n'y a pas de femmes qui chantent, du coup? Ah si, ça arrive, hein. Mais nous, on n'est pas chanteuses, hein. On est des mangeuses. Ce soir encore, les gitans de Montpellier auront partagé une soirée typique de leur culture. Un moment de cohésion, indispensable à l'équilibre de ces hommes et femmes, habitués à vivre ensemble. Le cœur, c'est très important. Parce qu'on a tous le même truc. Si on a besoin, on demande. Au retour, on échange. Mais chez nous, c'est pas méchant, mais on échange. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance, reste entre c'est ça. Voilà. Vous n'avez pas envie d'essayer de vous mélanger Oui. On a essayé, oui. on a essayé, mais toujours les gens ils parlent. Hein. C'est pas notre faute. Hein. On peut pas demander aux Français. On a peur d'eux et eux ils ont peur de nous. C'est la vie. Le lendemain matin, à Montebérou, l'heure est encore à la fête. Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat dans l'une des rues. Tout le quartier est en ébullition, un événement exceptionnel se prépare. Filetté et Antonia, les cousins du guitariste Bambo, organisent ce soir l'anniversaire Cheyenne. L'adolescent va fêter ses 15 ans, un événement de taille dans la communauté des enfants rois. Ce soir, c'est l'anniversaire de mon fils. Il fête les quel âge ce soir? 15 ans. Nouvelle chanteuse Paris. 15 ans, il fait. Est-ce que 15 ans, c'est un âge spécial C'est là qu'il mûrit. C'est là qu'il mûrit, ils sont plus grands, maintenant ils sont jeunes hommes. Et voilà. Vous avez beaucoup investi pour cet anniversaire? Beaucoup. Non, pas. Il a investi une quinzaine de briques. Hein. Vous avez investi 15 000 € ce soir. Un peu plus, ça fait 15 000 €. Alors nous, tu sais, on n'achète pas des maisons, on n'achète pas des villas, des terrains. Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, on fait l'anniversaire, on fait le mariage, on gaspille beaucoup d'argent, on fait régaler le monde. Voilà. Et après, s'il n'y a plus de sous, ben, on ira faire la ferraille, hein, ou la guitare. Hein, voilà. 15 000 €, la somme est impressionnante. Mais chez les gitans, l'argent ne compte pas quand il s'agit de faire la fête. Si Filetté a investi autant, c'est qu'il a prévu de recevoir beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui va arriver. Combien de personnes? Je ne peux pas savoir, mais il y a beaucoup de monde. On n'invite pas, nous. T'inviteras, tu fais un baptême, je viens. Moi, je fais un baptême au mariage, tu viens. Je n'ai pas besoin de t'inviter. Tu invites un étranger. Mais la famille, elle n'invite pas. Les amis, vraiment les amis, on ne les invite pas. Et comment vous faites s'il y a des gens que vous ne voulez pas inviter, mais qui viennent quand même alors... Ah ben, ils sont bien reçus, on nous reçoit bien, ils mangent, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est comme ça les gitans. Les gitans, c'est comme ça. Et pour satisfaire qui voudra, Filetté et sa femme n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont donc fait appel à un traiteur privé. Tonia, vas-y, il dit à Paul, tu fais dans les pompiers, il y a les poulets qui viennent. Vas-y, vite, les poulets vont venir. Pour être sûr de rassasier tout le monde, Filetté a mis le paquet. Plus de 75 poulets et 100 kilos de pommes de terre ont été commandés pour l'occasion. 75 de poulets. On a offert 7 poulets de plus, à mon avis. Combien de personnes on peut nourrir là? Par contre, après un poulet pour 4 personnes, donc ça fera aux alentours de 300 personnes. Ça fait pas mal de monde. Vous avez l'habitude d'avoir ce genre de commande? Ouais. Donc la communauté de voyage, ouais. Pas mal. En général, ça tourne aux alentours d'une centaine de poulets, 100, 200 poulets. Pour aller jusqu'à 800 personnes. Un camion réfrigéré a aussi été spécialement loué pour l'occasion. Ouvre-moi ce trésor. Il fallait que j'ouvre le trésor. À l'intérieur, une véritable caverne d'Ali Baba.
Des sodas, mais aussi des dizaines d'alcools forts et surtout une cinquantaine de bouteilles d'un célèbre champagne, à plus de 40 € pièce, soit environ 2000 € de marchandises. Il y a le champagne, il y a du vin, il y a de tout. Il y a des gâteaux, le manger. Et les lingots d'or, ils sont? Et là-bas au fond. Ah, d'accord. Du renard aussi. Ouais. Pour accueillir tous ces convives, pas une minute à perdre. Les hommes de la famille sont déjà à la tâche pour installer un maximum de tables. Il y a un petit problème, on a plus de table. Non, c'est pas grave, vas-y, plus de table. On va s'arranger. On va trouver ça. Pendant que les hommes s'activent pour préparer les lieux de la fête, les femmes, elles, sont en train de se pomponner. Car chez les gitans, l'apparence est primordiale. Les femmes se doivent d'être sur leur 31. Lola, 13 ans, est la petite sœur de Cheyenne. Pour qu'elle soit la plus jolie pour l'anniversaire de son frère, ses parents ont fait appel à une maquilleuse professionnelle. Pourquoi vous vous faites maquiller, c'est important? T'avais ça, mon frère. Et chez nous, il faut toujours être belle. Comme un mariage. Mariage, il faut être maquillée aussi. Mais nous, les anniversaires de maquillage, baptême et tout, c'est pareil. Et les femmes, elles sont toujours coquettes comme ça? Toujours. Elles adorent les dessins, des petits arabesques, des petits liserés sur le visage. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Strass et paillettes. T'avais une idée de ce que tu voulais ou pas? Je vais demander à ma mère. Lola ne peut pas décider toute seule de sa coiffure. Même si l'enfant est roi chez les gitans, les parents restent les véritables décisionnaires. Antonia, la maman, est donc appelée à la rescousse. Je fais comme ça là, mais pas tellement ramassé, léger. Avec des boucles, voilà, avec des boucles ou avec les plaques? Bouquet, non? Ouais, c'est plus joli. Tu sais, je veux la coiffer un peu comme toi. Là. Voilà. C'est la maman qui décide toujours, hein? Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est moi que je l'ai mis au mandat. Elles ne font jamais rien sans l'autorisation des parents. Pour ça, elles ont beaucoup de respect pour leurs parents. Lola est à présent relookée à la mode gitane. Talons aiguilles, robe criarde et maquillage prononcé. Même les petites filles se la jouent femme fatale. Si l'ambiance semble pour le moment légère, Antonia, la mère de famille, reste sur le qui-vive. Ce soir, elle attend de ses convives une attitude irréprochable. À 2-3 heures du matin, ça peut partir en bagarre. Mais chez moi, tout le monde mange, tout le monde boit. Tout le monde danse, c'est la fête. Hein. Il n'y a pas de bagarre chez nous. Ça, ce qu'ils ne savent pas boire, boivent de l'eau, hein. Ou alors rentrent chez eux. Car chez les gitans, on ne plaisante pas avec ce genre d'événement pour lequel toute la cité s'est investie. S'il y a quelqu'un qui cherche dispute, le lendemain, ils vont le trouver et remboursent tout. Normalement, il n'y a pas de problème. Normalement. Toute la cité, on a mis un peu. Moi, je mettrai ce que je peux, 200 €. L'autre, il mettra 300 €. L'autre, il mettra 100 €, 50 €. Tous les gitans y participent. Le premier à bénéficier de cet élan de générosité, c'est Cheyenne. Tous les habitants de la cité se sont cotisés pour son anniversaire. À l'abri des regards, Filetet, son père, vient de lui donner une énorme liasse de billets. Une petite fortune, près de 3000 € en cash. C'est pour quelle occasion ça? Pour moi. C'est votre anniversaire ce soir? Ouais. Vous vous sentez comment? Mais Cheyenne est rapidement rappelé à l'ordre par d'autres membres de sa famille. Pas question d'exhiber cette liasse devant notre caméra. Chez les gitans, on reste discret avec l'argent. Une discrétion cependant toute relative, car quand il s'agit d'en mettre plein la vue, Filetet et sa femme n'hésitent pas à ouvrir les cordons de leur bourse. Pour faire venir d'Espagne ce célèbre groupe de musique gitane, ils ont dépensé 6000 €. Ça, c'est les artistes d'Espagne. Kiki Maya, grand artiste, chanteur, batterie, timbalais, monstre, bassiste, trompette, pardon, piano. Voilà, ça c'est les musiciens d'Espagne, les plus grands. Et pour accueillir tout ce beau monde, les premiers bouchons de champagne commencent à sauter. C'est bien comme champagne? C'est bon. Ah, champagne, whisky, il y a tout ce soir. Tout. Il y a tout ce soir. Ça, c'est qu'on se fait ce soir. On va se régaler. Pour l'anniversaire de leur fils aîné, Filetet et Antonia ont donc vu les choses en grand. Et la rumeur de cet anniversaire impressionnant a vite fait le tour de la cité. La fête a attiré plus de monde que prévu.
Il y a des gens que je ne connais pas, moi non plus, hein, que des amis ont invité, que des amis, et il y a des gens que je ne connais pas. D'un ami à l'autre, un ami, on est tous amis, quoi. Tous copains, il n'y a pas de... C'est la tradition gitane. Si les invités commencent à s'entasser, Cheyenne, lui, est assuré d'avoir une place. C'est le roi de la soirée. Entouré de sa garde rapprochée, le jeune gitan trône fièrement à cette table d'honneur. Il y est traité aux petits oignons, et ce soir, tout lui semble permis. Malgré son jeune âge, champagne et alcool fort accompagnent son repas. Si Cheyenne et ses amis bénéficient d'un traitement de faveur, il n'en est pas de même pour tous. Les femmes ont déserté les grandes tablées et mangent debout dans un coin à part. La coutume gitane veut en effet qu'elles cèdent leur place aux hommes quand la foule est trop nombreuse. Et c'est aussi elles qui s'occupent du service. Prends celui-là d'abord. Prends celui-là. Ouais, c'est pas le moment, je suis très énervée. Sans poivron, ça rien, j'avais dit. Alors que la fête bat son plein, les femmes ont encore une dernière mission à accomplir. Remettre en état la piste de danse pour que tous puissent s'y déchaîner jusqu'au bout de la nuit. C'est la piste pour la danse, là. Ils ont mangé, maintenant il faut y aller. On m'a dit que les gitans ils sont sales. Non, ils sont pas sales. Regardez, la preuve. Les hommes ne ramassent pas. On n'a pas le droit, c'est les femmes. C'est les femmes. Et aux hommes, vous n'avez pas le droit. Bon, on n'a pas le droit. Des fois, oui, mais plus les femmes que nous. Voilà. Une tradition que les gitanes semblent prendre avec philosophie. On m'écrit comme ça. Finalement, les femmes vont pouvoir rejoindre les hommes pour une soirée endiablée. Même les plus petits sont autorisés à fumer la chicha et à boire de l'alcool. Chez les gitans, la fête n'a pas de prix ni de limite. Si certains gitans se sont sédentarisés, d'autres continuent le voyage en France, tant bien que mal. Selon la loi, les communes de plus de 5000 habitants doivent disposer de terrains pour les gens du voyage. Des aires de grand passage pour des courtes durées et des aires d'accueil pour des séjours de plus d'un mois. Mais aujourd'hui, seulement une commune sur 3 jouerait le jeu. Faute de place, de nombreux voyageurs finissent par investir illégalement les espaces publics de ces villes hors la loi. Comme ici, au parc Montcalm de Montpellier. Nous sommes près du centre-ville, dans un grand jardin public, et depuis un mois, plus de 80 caravanes ont investi les lieux. Un campement complètement illégal. Mais les squatteurs n'auraient pas eu le choix. Aucun autre terrain ne leur aurait été proposé. Nous te remercions, Seigneur, pour le bienfait dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia. Les gens du voyage qui se sont installés ici sont de fervents pratiquants, membres d'une mission évangéliste. Quand le moment du plaisir est terminé, on avait l'angustia. Il a une tranquillité. La mission, toujours la mission. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui compte. Et ce matin à la messe, l'ordre du jour est un peu particulier. Permets-nous encore de pouvoir rester quelques jours de plus sur ce lieu, afin que, Seigneur, nous puissions continuer, Seigneur, à prêcher ta parole. Nous te demandons de permettre que nous puissions rester dans ce lieu, mais permets qu'il y ait la paix entre les autorités et nous, et que nous puissions rester. Amen. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, toutes les prières sont tournées vers un espoir, pouvoir rester dans ce campement. Car une mauvaise nouvelle est arrivée, toute la communauté devrait être expulsée cet après-midi par les forces de l'ordre. Antonio est le leader de ce groupe. Il a fait appel à Yaka, un médiateur gitan. Son rôle, faire le lien entre les squatteurs et les autorités. Bonjour, ça va? Ça va, ouais. Et leur trouver une solution de repli. Ça va. Bonjour. Exactement, qu'est-ce qui se passe là? Ben là, je demandais une autre place pour s'y mettre, parce que là aujourd'hui, je n'ai pas de solution. Il faudrait nous aider un petit peu à trouver des places. Il fait 40 degrés à la canicule, nous avons des anciens. On ne va pas laisser les mourir quand même. Si Antonio semble désespéré, c'est qu'aujourd'hui leur situation de hors-la-loi est devenue invivable. Mais on en a marre, il y a longtemps qu'on en a marre. Hein. On a plus que marre. Il n'y a pas de place? Non, il n'y a pas de place. On sera obligé de squatter là. Ouvrir une place. On sera obligé d'ouvrir une place. C'est-à-dire quoi, ouvrir une place? Ouvrir une place, on met sur un terrain, ouvrir et on rentrer dedans. C'est tout.
Comme on nous en avait fait à là, c'était ouvert. Ça, c'est illégal. Hein. Ça, c'est illégal. C'est les collectivités qui sont dans l'égalité. Et ils sont où les airs pour pouvoir les accueillir? C'est les hors-la-loi, c'est eux. On devient nous les hors-la-loi, on devient les boucs émissaires de la société parce qu'il n'y a pas de volonté politique de régler des problèmes. Aujourd'hui, les gens du voyage sont exaspérés. Sans terrain pour les accueillir, ils n'ont pas d'autre choix que de s'installer illégalement. Une situation abracadabrantesque qui alimente les tensions et les préjugés autour de cette communauté. Aujourd'hui, on est des gitans français, on ne comprend pas qu'on ne nous laisse pas voyager en France. Et toujours, c'est des contraintes, des inconvénients, c'est des rapports de force. Et je pense que ces gens-là, ils en ont ras-le-bol, ils ne sont pas là pour nuire qui que ce soit, c'est leur façon de vivre. Mais malheureusement, ils ont pris en otage cet espace-là parce qu'ils n'ont pas que le choix. S'ils avaient trouvé une autre solution, ils seraient preneurs de suite. Selon Yaka, Montpellier ferait donc partie des villes qui ne joueraient pas le jeu pour accueillir les gens du voyage. L'an dernier, le sud de la France a ainsi été pointé du doigt par les nomades. Le peu d'air qui existe sont saturés et parfois insalubres. Pour nous en rendre compte, direction la périphérie de Montpellier, sur une des aires d'accueil que la mairie propose. Situé sur un terrain en friche, il faut traverser ce chemin boueux et un champ de roseaux pour y accéder. Sur ce terrain, une communauté de forains a été installée pour quelques semaines. L'un de ses membres, Jean, a accepté de nous faire la visite des lieux. Vous voyez, regardez, ça n'a pas été vidé depuis 2 mois. Alors avec nos engins, on le tasse, mais au bout d'un moment, on ne peut plus, bien sûr. Regardez, il y a des odeurs, c'est vraiment pas hygiénique. Pourtant, la loi prévoit que les aires de grand passage soient régulièrement débarrassées de leurs ordures. Mais dans les faits, les éboueurs ne passent pratiquement jamais. Les déchets pourrissent et attirent toutes sortes de visiteurs indésirables. Il y a des rats, tout le long il y a des rats. Hein. Toute la nuit, ça fait que bouger, on les voit passer, il y a des rats tout le long. Les conditions d'hygiène déplorables ne s'arrêtent pas là. L'eau vient aussi à manquer. Ce petit muret était censé donner accès à l'eau courante. Normalement, l'arrivée de l'eau, c'est ici. Vous voyez, ce mur avec les embouts. Ils ont coupé l'eau. Alors on a été forcé de tirer des tuyaux tout au bout de l'autre côté sur une bouche d'incendie. Que normalement, c'était adapté, c'est ici. Ils ont mis des bouchons et ils ont coupé l'eau. Même problème pour l'électricité. Ici, aucune borne n'existe. Selon la loi, les aires de grand passage n'ont pas l'obligation d'être équipées en eau ou en électricité. Mais les autorités doivent tout de même en faciliter l'accès. Un flou juridique qui encouragerait certaines communes à laisser leur terrain totalement délabré. Ils veulent que personne vienne, comme ça ils sont tranquilles. Il n'y a personne qui vient sur l'air et tout le monde est tranquille. Ils sont par rapport à la loi, ils ont un air, mais ils ne veulent personne. Vous voyez ? Vous avez l'impression qu'on vous considère comment là quand on vous propose ce genre de terrain? Oh ben, pour des moins que rien. Pour des moins que rien. Vous voyez, au moins que le terrain soit comme ceci, au moins seulement le nettoyer et vider les poubelles. Ça, déjà, ça nous, on dirait on aurait il y aurait au moins un geste de la mairie qui s'occupe quand même, ils viennent voir. Le seul moment qu'on les voit, c'est lorsqu'ils disent il faut partir, ça gêne. Vous voyez où est-ce qu'on est? Je ne vois pas qui est-ce que ça gêne, à part les rats. Selon Jean, la localisation de l'aire d'accueil serait aussi très révélatrice de l'état d'esprit de certaines mairies vis-à-vis des gens du voyage. Normalement, c'est toujours très très proche d'une déchetterie, où bon, c'est excentré de la ville et c'est toujours tout fermé. Donc soit des murets, soit grillages, soit comme là, c'est des buttes de terre tout autour. Pourquoi c'est fermé comme ça? Bien pour camoufler, parce que les gens ne veulent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Lorsqu'on arrive sur un site, ils sont un petit peu méfiants. Mais nous sommes français. On vend du rêve, on fait du spectacle. Mais donc voilà, suffit qu'on vit en caravane, on n'est pas comme eux. Au campement illégal du parc Montcalm, l'ambiance n'est pas au beau fixe non plus. Il est midi et Yaka, le médiateur, n'a plus qu'1 heure avant l'arrivée de la police. Afin d'apaiser les tensions, il tente de joindre le médiateur de la mairie de Montpellier, censé gérer ce genre de conflit. Mais malgré les appels répétés, Yaka ne trouve personne au bout du fil. Oui, monsieur le médiateur, ça fait plusieurs reprises que j'essaie de vous joindre, c'est monsieur Maraval Yaka. Je suis sur le site Parc Montcalm. J'essaie de vous joindre pour trouver une négociation pour les familles qui sont installées au Parc Montcalm. Et comment on peut vous joindre, s'il vous plaît, dans le plus bref délai. Merci, au revoir. Essayez de les joindre, ils sont comme les parapluies, quand on a besoin, ils ne sont pas là.
Sans réponse des autorités, la tension commence à monter au campement gitan. Bon, on verra bien s'ils viennent, hein. Mais bon, ils viendront pas à mon avis. Oh là là, c'est bien, on bloque Montpellier, c'est bon. Finalement, après plusieurs appels, le médiateur de Montpellier accepte de s'entretenir avec Antonio, le chef du campement. Vous leur dites, tiens, s'ils ouvrent la place aujourd'hui, on se met là-bas. Mais rappelez-moi, vous, si vous avez une bonne information pour nous. D'accord, avant 1h, ce serait mieux. Hein. Ok, je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir. La ville veut éviter à tout prix que la situation s'envenime. Et surtout, tout blocage de ces routes. La municipalité va donc finir par céder aux négociations. Le campement ne sera pas démantelé aujourd'hui. Mais le combat n'est pas encore terminé. Car pour le moment, la centaine de gens du voyage installés dans ce parc n'a toujours pas de solution de repli légal. Après une semaine de négociations compliquées, les autorités ont finalement proposé un terrain d'accueil provisoire au groupe de voyageurs. Hier, toutes les caravanes ont donc évacué les lieux sous le contrôle des forces de l'ordre. Mais après 3 semaines de squattage sur ces pelouses, le parc Montcalm doit se refaire une seconde jeunesse. Une entreprise de nettoyage spécialisée a été mandatée avant que le lieu ne soit réouvert au public. Il y en a pour combien de jours de travail ici? 3 jours. Bon, si on prend un peu de jours, avec le Karcher, on fera partir ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des bouts de scotch, ils avaient collé du linge, je pense. Ils prennent des bouts de scotch, ils font des étendoirs. À l'ancienne, quoi. Si cet étendoir sauvage semble amuser l'employé, sa prochaine trouvaille va très vite le faire déchanter. Il réalise la misère dans laquelle ont dû vivre les gens du voyage. Ça, c'est les toilettes. Comment vous le savez? Ah oui, attendez, ça se voit, je veux dire. Vous savez, ils n'ont que là pour aller aux toilettes. Hein. Regardez, c'est lamentable. Moi, je pense qu'on devrait leur faire des toilettes, des douches. On ne devrait pas laisser ces gens-là comme ça, quand même. Voilà, je vais faire intervenir le Karcher. Parce que là, je ne peux pas aller plus loin. C'est infect. Malgré ces toilettes sauvages, l'employé de nettoyage n'en veut pas aux squatteurs. Pour moi, franchement, ils ont été corrects. 80 caravanes, attendez, pour 3 semaines ou 4 semaines ou 5 semaines, vous trouvez pas quand même que c'est propre? Attendez. Franchement, de les voir vivre comme ça, moi, ça me fait mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé le portail, ils sont rentrés avec les nerfs. Bon, mais moi, je les comprends. Après, franchement, je me mets à leur place. Si j'étais avec eux, eh ben, j'aurais fait pareil. Vivre dans des conditions précaires, c'est donc le quotidien de ces gens du voyage, obligés de se déplacer de ville en ville, sans lieu pour les accueillir. Nous retrouvons Yaka, le médiateur gitan. Il veut aujourd'hui aller s'assurer que toute la communauté déplacée a bien été relogée. Mais à peine arrivé, il va vite déchanter. Faute de place dans les aires d'accueil officielles, c'est sur le parking de l'Arena Montpellier, une salle de spectacle située en périphérie de la ville, que les caravanes ont été déplacées. Une situation que Yaka trouve intolérable. Il souhaiterait avoir un endroit digne de ce qui représente ces gens, vous voyez. Et là, c'est un parking de repli pour des véhicules. Voilà. Et pour des véhicules, on trouve des solutions, mais pour des humains, on ne trouve pas des solutions. Et ça leur convient? Il vaut mieux ça que rien du tout. Hein. Pour eux. Ils ont rien de toute façon. Et malheureusement, ils n'ont pas le choix. On leur impose ce choix. Mais Yaka n'est pas au bout de ses surprises. Ce parking n'étant pas fait pour accueillir des voyageurs, rien n'est prévu pour leur confort. Ni sanitaire, ni eau courante ou borne d'électricité. Habitués à ce genre de situation, les voyageurs se sont donc illégalement raccordés à des bouches à incendie ou sur des tableaux électriques d'entreprises environnantes. Des installations de fortune qui peuvent être extrêmement dangereuses. Les systèmes électriques par terre, ils sont obligés de faire à la débrouille, vous voyez. Heureusement qu'ils s'improvisent électriciens et pompiers. Je sais pas comment ils font, hein. Puis c'est dangereux pour les enfants et tout. Puis c'est la zone inondable, hein. Donc là, on vous a proposé un terrain qui est en fait une zone inondable. Oui, carrément. Pour nous, il n'y a pas de risque. Hein. Non, mais oui, c'est normal pour les gitans. Ils pensent qu'on est des taureaux de Camargue. Ils pensent qu'on mange des roseaux et qu'on boit de l'eau salée. Et on arrive à la planète Mars, on n'est pas des humains, on est des martiens. Si certains doivent patauger dans la boue, d'autres caravanes ont-elles un emplacement pas plus envieux, en plein milieu du parking, à même le bitume.
Les hommes préfèrent rire de leur sort. Et vous vous installez là? Là, elle est bien là. Malgré le confort rudimentaire proposé par les lieux, Moïse semble prendre la situation avec philosophie. C'est bien parce qu'il y a un courant, l'eau, tranquille. Les grandes places. Parce qu'on est presque 100 caravanes, on est. On reste tranquille là. Ça vous dérange pas d'être installé sur un parking? Non, parce que nous, Ça te dérange là? non. Mais là, quand il fait chaud, on vient là. Je sais pas comment il fait pour être bien ici. Moi, je ne ferais pas vivre mes enfants ici. Pourquoi? Moi, parce qu'il n'y a pas de sanitaire. Tu as des conditions de vie dans un parking goudronné. Bon, aujourd'hui, il pleut, c'est la fraîcheur, mais quand il fait chaud, quand il fait 40 degrés à l'ombre, dans le goudron, ça va monter à 45-50 degrés. Je pense pas que c'est agréable. Bon, pour eux, malheureusement, ils n'ont rien à prendre, ils prennent ça, je le comprends. Et moi, voilà, je me bats pour ces causes-là. C'est pas normal qu'on les laisse vivre comme ça. Nous, on n'est pas dans un monde de bisounours, qu'on ne souhaite pas avoir un chèque pour la voie Disney, on ne veut pas une maison sur Cannes-sur-Mer, mais qu'on puisse vivre décemment et dignement, et qu'on puisse vivre comme tout le monde, ouais, qu'on ait des droits communs. Malgré nos demandes répétées, la mairie de Montpellier n'a jamais accepté de nous répondre sur la situation de ces gens du voyage. Notre seul retour, ce mail très laconique. Je vous remercie de votre demande. Cependant, il ne sera pas possible de vous répondre. Quoi qu'il en soit, c'est sur ce parking insalubre que cette communauté finira la saison, avant de repartir en errance sur les routes de France, à la recherche d'un nouveau campement. Montebérou, la cité gitane de Montpellier. Aujourd'hui, tout le quartier est en fête, car il s'apprête à recevoir un événement de taille. Un mariage 100% gitan. Billy est le père de la future mariée, et il est fier d'annoncer la grande nouvelle à tout le monde. Ce soir à 7h, hein. Faut être autour de la salle, hein. Moi, j'y serai. Bon, ben ça va. Allez. Le futur beau-père, là. Au bambo. Alors c'est la fête ce soir. La future mariée, c'est elle, Aurélia. À 19 ans, elle est la dernière fille de Billy à quitter le domicile familial. Et parmi les siens, elle fait figure de retardataire. Car chez les Gitans, on peut se marier dès ses 14 ans. Une coutume ancestrale, même si aujourd'hui une chose a changé, la future mariée peut choisir son prétendant. Avant les anciens, les vieux, c'était les parents qui décidaient. Malgré des fois qu'ils ne se connaissaient pas, les filles des enfants. Et j'étais obligé de passer par là. Ça a évolué quand même. On n'est plus le temps de sauvage. Si les jeunes gitanes n'ont plus à subir d'unions forcées, il y a une tradition ancestrale qui, elle, n'est pas prête de changer. La jeune fille se doit d'être vierge pour son mariage. Et ça, Aurélia l'a bien compris. Si une fille a la mauvaise réputation, ben, c'est pas facile pour elle. Même pour se marier ou quoi. Ouais. Une fille avec une bonne réputation, ben, c'est bon. Le père il est fier d'elle parce qu'il n'y a pas de critiques, elle n'est pas salie. Et ils disent que c'est une bonne fille, une fille bien. À l'abri des regards, Aurélia va maintenant aller s'habiller pour sa cérémonie. Faire honneur à ses parents, c'est l'objectif de tout jeune gitan. Ce soir, Aurélia passera sa première nuit avec son mari dans une caravane offerte par la famille. Elle passe donc ses dernières minutes dans la maison familiale. Billy est très ému, il sait que sa fille ne lui appartiendra bientôt plus. Alors, ça te fait quoi de la voir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Sa petite fille s'est transformée en femme. Billy en reste bouche bée. Là, c'est le chaos total. Oui. Ah, c'est une beauté quand même, hein. Mais ça impressionne, hein. Aurélia va à présent parader devant toute la cité. C'est aussi ça la culture gitane. S'exhiber aux yeux de tous, ça fait partie d'une cérémonie réussie. Elle est belle, ouais. Et maintenant, il faut attendre le mari qui arrive. Et le mari ne va pas se faire attendre longtemps. Silvio, 20 ans, fait une entrée fracassante dans cette superbe berline de luxe. À la rencontre de sa femme, mais surtout de Billy. Car comme le veut la coutume, le marié est d'abord accueilli par son beau-père qui va officiellement lui offrir sa fille. Chez les Gitans, les jeunes femmes ne connaissent que 2 domiciles, chez leurs parents, puis avec leur mari. Là, c'est le départ de ma fille, oui.
Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et lui là, il me l'a volé. Par cette passation, les deux jeunes gens sont officiellement mariés. Pas de cérémonie religieuse, ni de passage devant la mairie. Aux yeux de la loi gitane, Aurélia et Silvio sont désormais un couple, tout ce qu'il y a de plus officiel. On y va. Là, c'est toute la famille qu'on démarre. Ça commence. Après la classique séance photo, c'est à la mode gitane que l'union va être célébrée. Les hommes ne vont pas hésiter à tirer des coups de fusil en plein milieu de la foule. C'est la tradition, oui. Quand y a le mariage, c'est la tradition de la famille. Hein. C'est en long cortège que tous les invités vont maintenant prendre la direction d'une grande salle louée spécialement pour l'occasion. Et c'est sous un tonnerre d'applaudissements que le jeune couple est accueilli. Au menu ce soir, pas de caviar ou de pièces montées. Chez les gitans, c'est la convivialité qui prime. Tradition gitane oblige donc, les invités se régaleront d'une paella géante. Mais ce n'est pas le repas qui a attiré en nombre les invités ce soir. Ce qu'ils attendent tous, c'est de pouvoir danser. Des gens qui s'amusent jusqu'au bout de la nuit, c'est le signe d'un mariage réussi. Les femmes vont danser. Toutes les filles viennent vont danser. Les femmes viennent aussi vont danser. Sur la piste, il y en a un qui va devoir donner de sa personne. Silvio, le jeune marié, doit danser avec toutes les femmes de sa famille. Une marque de respect pour symboliser son entrée dans un nouveau clan. Dernier temps fort de la soirée, le panier des mariés. Billy, accompagné de sa fille, fait le tour des invités pour une quête. Au final, quelques milliers d'euros seront récoltés. Le panier, c'est pour eux. C'est pour partir en voyage. Un mariage des plus classiques dans cette communauté hors du commun. Retour à Carnon, au campement de Bébé, le forain manouche. Comme tous les soirs, l'homme se rend sur le port de cette petite station balnéaire. Depuis 5 ans, sa famille y installe chaque été un carrousel pour enfants et un stand de churros. Eh ben, on va voir du côté du carrousel et des churros pour voir sur le port si tout se passe bien. Ce soir, il y a une petite soirée, il y a un petit bal, comme on disait avant, mais ça existe encore ici. Tous les gens ici, c'est la famille. Ici, Bébé connaît tout le monde. Lui et sa famille sont les seuls forains. Les autres commerçants sont des sédentaires natifs de la région. Pourtant, la cohabitation est parfaite. Les gens ici, c'est sympathique, c'est familial. C'est des commerçants, on est tous ensemble, on s'entend. Moi, j'ai un manège, eux, ils ont des magasins, mais c'est pareil. Pour la glace, ça. La poteau, quoi. Ça va? Nickel, attends, là-bas, vert. Bébé, lui, ne travaille pas au manège et au stand de churros. Ce sont sa fille et son gendre qui gèrent les commerces. Mais en bon patriarche, il vient régulièrement faire le point. Ma fille va au churros et mon gendre se remet à la caisse du manège. C'est une histoire de famille. Fatigué? Ah ouais, très fatigué, ouais. C'est la fin. Là, c'est la fin, ouais. Bah, c'est la fin, il nous reste encore 15 jours. On est un peu fatigué. C'est quoi vos préférés dans ce métier? Ah bah les gens, le monde, toujours du monde, on voit toujours du monde. C'est bien. Roger, tu peux ramasser s'il te plaît les tickets? Ouais. T'as encore reçu de cette barre là. La petite barre, Ici, tout se fait en famille, et dès le plus jeune âge. Dans la petite guérite à churros, Bébé retrouve aussi ses petits-enfants. Voilà. Où est le papou? Où là? Ah d'accord. À la fin. Assis-toi là. Dis bonjour. Bonjour. Même s'il est 22h, pas question de laisser les enfants à la caravane. Chez les forains, même les plus jeunes mettent la main à la pâte. Si pour Bébé et sa famille, la saison se déroule sans encombre, pour d'autres, les temps sont plus difficiles. À la fête foraine de Carnon, où John a installé son manège, c'est la fin de l'été.
Et dans l'ensemble, le bilan de la saison est plutôt mauvais. Les clients ne se sont pas rués en masse sur les attractions. Alors ce soir, pour tenter de renflouer un peu les caisses, les forains ont décidé de frapper un grand coup et de casser les prix. Tous les manèges sont à 2 €. Et l'opération marketing semble porter ses fruits. Les allées sont noires de monde. Allez, quelques places de disponibles encore, quelques places de libre, je vous emmène. Oh, il en reste encore quelques-unes, on y va, avanti, avanti, presta, presta. Cette fois-ci, le manège de John est plein à craquer. Ce soir, le forain est déchaîné. Il n'hésite pas à sortir au micro ses slogans les plus racoleurs. Levez les mains, ça fait pousser les seins, les filles. Mais malgré le monde, sa recette de ce soir ne suffira pas à rentabiliser sa saison au Luna Park de Carnon. C'est un carton plein là, John. Carton plein, on dira pas ça, mais on dira que c'est une bonne soirée. Il faudrait que ce soit comme ça pratiquement tous les soirs pour que ce soit bien. Voilà. Mais bon, là, c'est à 2 € aussi, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de monde. Allez, on va y aller vite, vite. C'est un peu une déception pour vous, c'était la première fois ici. Oui, c'est un petit peu une déception parce que bon, je m'attendais pas à des miracles, mais je m'attendais à mieux quand même. C'est un fantasme, le forain qui gagne beaucoup d'argent, qui en une soirée arrive à faire des milliers d'euros. Ça, c'est une légende. Il y en a qui font plus d'argent. C'est sûr, évidemment, si vous avez un manège où vous pouvez monter 50 personnes, comme on dit nous, un manège avec 50 places, et un manège avec 12 ou 15 places, eh bien, la différence se fait vite. C'est logique. Après, des milliers d'euros, ça n'existe pas, ça. Demain, le Coco Bongo sera entièrement démonté. John et sa petite famille repartiront à nouveau sur les routes, à la conquête des petits villages de province. Qu'ils soient sédentaires, itinérants, forains ou évangélistes, les gens du voyage ont un point commun, leur ferveur religieuse. Majoritairement chrétiens, cette communauté ne raterait pour rien au monde un événement annuel, les Saintes Maries de la Mer, dans le sud de la France. Pendant 10 jours, la ville accueille le plus grand pèlerinage d'Europe des gens du voyage. Un rassemblement gigantesque qui attire près de 10 000 gitans. Avec un objectif, venir rendre hommage à leur patronne protectrice, Sainte Sarah. Vive la Sainte Marie de la Mer, la Camargue des moustiques. Aujourd'hui, on est venu au Sainte Marie de la Mer pour le pèlerinage des Gitans. Pour nous, c'est un devoir parce qu'on est très croyants. On est catholiques et très croyants. Dans la foule, bébé. Le forain a fait plus de 500 km pour cette réunion inratable à ses yeux. Il y en a qui viennent un peu partout. Moi, j'arrive de Brive, en Corrèze. Ils vont à la Gaillarde. Il y en a qui sont venus de Lille, il y en a qui arrivent de Toulouse. Voilà, on se retrouve ici, même les sédentaires qui sont là avec nous, les gadgets, eh ben, ils sont acceptés comme nous. Il n'y a pas de problème. Billy, le patriarche de Montebérou, est aussi venu assister à la fête. On aime bien, nous. Chaque année, d'ailleurs, on est là. C'est notre vie, ça. Jean-François, lui, vient de Perpignan. C'est un gitan catalan. Pour ce pèlerinage, une très lourde responsabilité va peser sur ses épaules. Depuis des générations, les hommes de sa famille sont les porteurs officiels de la lourde statue de Sainte Sarah. Une statue de bois qu'il va falloir promener dans les rues de la ville. Une tâche difficile, d'autant que cette année, Jean-François devra la mener sans son père, disparu il y a quelques mois. Ça, c'est juste avant de partir en possession. Mon père et ma mère. Mon père, ça fait un petit peu de temps qu'il est parti, mais il est toujours là. Et depuis 1935, c'est la même famille qui porte. J'essaie de garder la tradition que mon père avait. Moi, j'ai eu le bonheur de porter avec mon père et de porter avec mon fils maintenant. Pam, pam, pam. Allez, là, c'est toi. Allez, allez. Ah, c'est la relève, ça. Pareil, depuis qu'ils sont nés, ils viennent à la procession. Je pense que c'est un truc à ne pas laisser tomber, quoi. Qu'est-ce que c'est tout ça, Jean-François? Voilà, mais ça, c'est les hommes qu'on met pendant la procession pour pouvoir porter la Sainte. Et cette robe-là, j'y tiens énormément. Parce que c'est la robe à mon père, ça. Ça, c'est la robe de mon fils. Elle est particulière parce que c'est pareil, c'est un archevêque qui avait donné à mon père. Et sa dernière procession qu'il a fait avec ça en tant que porteur.
Je vous sens très émue. Un peu, ouais, maintenant oui. Pourquoi? C'est souvenir. Voilà. Il y a tout qui revient. C'est important pour vous de la porter cette Ah oui, ah oui, oui, oui. Ça n'a pas de prix pour moi, cette robe. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est comme ça. Ça, c'était les coussins de mon père, pour pouvoir porter, parce que c'est tellement lourd qu'on a l'épaule vraiment touchée. C'est laquelle ta corde, toi? C'est aidé de son fils Louni que Jean-François va donc se lancer à l'assaut du pèlerinage. On mettra l'épaule comme ça. C'est parti? Allez, c'est parti. Pourquoi vous mettez des trucs à l'épaule? Pour pas qu'on ait mal, Jean. C'est donc en famille, pour perpétrer la tradition, que les porteurs vont se presser dans la petite église du village, chercher leur Sainte Sarah. C'est pas trop serré là, la gorge? Ça pèse combien une sainte? Là, elle-même, bon, parce qu'elle a été refaite, parce qu'avant elle avait été cassée. Ça doit faire à peu près, je sais pas, dans les 50-60 kilos. Elle-même, elle n'est pas lourde. Bon, plus de socle, plus de machin. Mais le plus, c'est le monde. Parce que tout le monde veut la toucher, tout le monde veut l'accrocher, tout le monde. Ça pèse. Et là, c'est un défi? Oh, c'est un défi. Mais un bon défi. C'est un bon défi. Dans l'église, gitans et gitanes se sont rués en masse pour découvrir la sortie de Sarah la Noire. Conformément à la tradition, des femmes ont recouvert la statue avec une cinquantaine de robes multicolores et de nombreux bijoux, ce qui ne fait que rajouter à son poids. Juste écarter un petit peu, s'il vous plaît. Malgré tout, Jean-François et son fils doivent maintenant sortir leur sainte patronne de sa petite crypte et se frayer tant bien que mal un chemin parmi les fidèles. S'il vous plaît, tenue de recueillement. Vous les voyageurs, vous le savez, l'Esprit de Dieu nous accompagne où qu'on soit. Depuis des siècles, nos prières résonnent. Mais avant de débuter la procession, passage obligatoire par la bénédiction. Une messe durant laquelle sont bénites des fleurs que les gitans garderont après comme symbole de protection. Pour Jean-François, c'est la première messe sans son père. L'homme est ému aux larmes, tout comme son fils Louni. Il est maintenant l'heure pour Jean-François d'accomplir sa très lourde mission. Lui et les autres porteurs vont devoir traverser la marée humaine de pèlerins à travers les petites rues du village. Une tâche périlleuse, car la statue peut à n'importe quel faux pas tomber sur la foule. Au bout de quelques minutes, c'est déjà la bousculade générale autour de Jean-François. L'homme ne doit pas craquer. Tous les fidèles veulent toucher la sainte statue de Sarah la Noire. La progression est une véritable épreuve pour Jean-François. Il finit même par passer la main. Il n'y a que la sortie et l'entrée dans la mer, il n'y a que les porteurs. Entrée d'église, sortie d'église, que les porteurs. Après, celui qui a décidé de faire un petit vœu, on le fait partager. Voilà. Après 1 heure et seulement quelques centaines de mètres parcourus, les porteurs approchent enfin de la mer. Conformément à la tradition chrétienne, la statue de Sarah est immergée dans la Méditerranée. Un geste qui rendrait l'eau de la mer bénite. Pour les porteurs, c'est l'ultime coup de stress. Si la statue tombe dans l'eau, ce pourrait être un signe de mauvais présage. La bénédiction est terminée, mais pas la galère de Jean-François. Avec son fils, ils vont devoir revivre le même périple et remonter Sainte Sarah jusqu'à sa crypte. Mais par dévotion, les gitans sont prêts à tout, et ce n'est pas Bébé qui dirait le contraire.
c'est toujours aussi prenant, aussi enthousiasmant. Tout le monde prie, tout le monde chante, tout le monde est ensemble. C'est formidable. Là, toutes les couches sociales sont là, on va dire. Et toutes les ethnies. On a des gitans et des manouches un peu de partout. C'est un très beau pèlerinage qui se termine cette année. On aimerait que ça continue. On est dans la fête, on veut que ce soit la fête, parce que c'est un pèlerinage et une fête aussi. Une fête qui bat déjà son plein aux Saintes-Maries de la Mer. Dans les rues, danseuses et musiciens ont pris possession des lieux. Ce soir, des milliers de gitans célébreront la fin du pèlerinage en musique. Et jusqu'au bout de la nuit, le petit village résonnera au son des chansons tziganes.